Tu veux que je te parle de ma vie sexuelle avec Thomas Sisley? Tu ne cesses de m'impressionner. T'es la femme de ma vie, je t'aime. C'est le premier homme que je croise qui même pour moi, prendre de la coke, c'est très sympa les 2-3 premières fois, mais vous le payez fort et très cher pendant longtemps. Un jour, je lui dis, tu sais, voilà, dis donc, il faut que tu saches, j'ai pris de la drogue, je suis allée me faire soigner. Il m'a dit, maman, merci de me l'avoir dit, je suis trop fière de toi. On parle beaucoup de sororité. Moi, je vois beaucoup de soromythos. Sur les réseaux, je me fais énormément insulter et malmener par des femmes. Tu fais du pole dance? Ouais, j'ai commencé à 50 ans. Là où les gens arrêtent. Waouh, là, il y a du muscle. Là, il y a de l'effort. Salut à tous, bienvenue sur Lou pour En Famille, le podcast qui explore les liens familiaux. Je suis Clémence Mayani et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Sandra Sisley. Salut Sandra. Salut Clémence. Alors Sandra, tu es une femme étonnante, lumineuse, joyeuse, qui s'assume, très présente sur les réseaux sociaux et tu nous régales. Tu as créé l'agence Sandra & Co, qui est très connue pour ses soirées au Festival de Cannes. Tu as aussi une marque de vêtements qui s'appelle Bi. Et puis surtout, tu es maman d'un grand garçon de 18 ans, Dino. Et tu es aussi belle-maman des enfants de ton mari, Thomas Sisley. Thomas Sisley qui est vraiment l'amour de ta vie et tu vas nous en parler. Absolument. Aujourd'hui, tu nous dévoiles ton nouveau-né. Est-ce que tu as dû faire une opération liée au ravage de la cocaïne? Donc maintenant, tu as vraiment envie de faire de la prévention là-dessus. C'est important de montrer que les ravages de ces drogues, qui sont des drogues dures, arrivent à plusieurs niveaux. Il y a des ravages immédiats, il y a des ravages à moyen terme et puis il y a des ravages à long terme. Moi, j'ai arrêté de consommer de la cocaïne il y a plusieurs années. Donc, je pensais que j'étais sortie d'affaires. J'avais déjà payé un prix relativement fort parce que j'avais pas fait les choses à moitié. J'ai commencé tard, mais j'en ai pris beaucoup. Beaucoup, c'est genre quoi, dans les soirées Suffisamment pour partir en cure de désintoxication et pas arriver à me sevrer seule. Je pensais que j'avais payé l'addition du resto et que j'étais sortie du resto. Eh bien non, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Et avec l'arrêt de la cigarette, on m'avait dit, tu vas voir, tu vas retrouver l'odorat. Effectivement, je retrouve l'odorat à cette période-là et je me dis, mais mon Dieu, que le monde pue. À tel point que je vais chez l'ORL. Et en fait, il se rend compte que mon nez, ma muqueuse, était nécrosée sur une grande partie. Et qu'il fallait en fait opérer rapidement parce que j'allais avoir ce que certains cocaïnomanes ont, le nez qu'on appelle le nez en selle. C'est ton nez qui tombe et il te reste plus que le bout du nez. Aïe. Ça a été un choc terrible parce que je n'imaginais pas que les conséquences de cette prise de drogue pouvaient s'étaler encore aussi longtemps après l'arrêt. Donc, mon message aujourd'hui, c'est pas du tout de faire du voyeurisme ou quoi ou qu'est-ce. C'est justement, je suis mère de famille et je pense que ce message-là de prévention et de témoignage qui prouve que prendre de la coke, c'est très sympa les 2-3 premières fois, mais vous le payez fort et très cher pendant longtemps. On est d'accord que drogue et maternité, ça va pas hyper bien ensemble. Non. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais du mal à tomber enceinte. Et pendant ma maternité, ma grossesse, évidemment que c'est sorti de ma vie. Mais c'est très vite revenu. C'est-à-dire que concrètement, ton petit garçon avait 4 ans. Quand il a 4 ans, c'est là où je découvre que mon ancien compagnon... le père de ton fils. Ouais, le père de mon fils avait d'autres projets que son couple, puisqu'il était en couple avec quelqu'un d'autre. Il t'a quitté pour ton assistante. Ouais. Ça pique. Alors normalement, dans les films, ils prennent la leur d'assistante. Là, j'ai vraiment eu du nez, encore une fois. J'ai fait un bon casting puisqu'elle lui a plu à lui. Et surtout, ils ont une très belle histoire d'amour aujourd'hui. Ils sont encore ensemble, ils ont eu un enfant. Donc, c'est génial. Et grâce à eux, alors au départ, je ne l'ai pas vécu très, très bien. Mais grâce à eux, j'ai pu re-rencontrer l'amour de ma vie. Mon premier amour, qui s'appelle Thomas Sisley. Que j'aurais peut-être pas re-rencontré si j'étais restée avec le père de mon fils qui m'a fait le plus beau des cadeaux puisqu'il m'a donné mon seul et unique enfant, Dino. Je suis pas rancunière et surtout quand dans les années compliquées où j'essayais de me sortir un peu de la came, essayer de rebondir après cette rupture, il avait certainement ses raisons de me quitter. Je suis pas en train de dire que j'étais un cadeau, je ne suis pas un cadeau, mais dans ces années-là, je me disais très souvent, ne te venge pas, sois heureuse, c'est pire. Donc j'étais tournée vers... Non mais vraiment, je pense que c'est plus important de penser à se reconstruire
plutôt qu'à essayer de faire payer ceux qui vous ont fait souffrir ou qui ont fait des choses qui vous ont fait mettre un genou à terre. Donc, j'avais pas suffisamment de force pour 2 combats. Et mon combat, c'était mon fils et moi. Et je l'ai plutôt pas mal réussi, ce combat. Quand il était petit, t'oses le dire, hein, tu continuais à prendre de la coke. Oui, bien sûr. Et en fait, ça donnait quoi? C'est juste ingérable d'avoir un petit garçon? Ça a donné que ma mère est venue vivre avec moi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger ou de manquements parentaux. C'est compliqué dans ces moments-là de ne pas être dans le déni parce qu'on a toujours de très bonnes excuses, on a des fréquentations qu'on imagine être des potes et en fait, souvent tu fréquentes ces gens-là parce qu'ils prennent la même merde que toi. Moi, j'y connais rien à ce monde et ça me paraît... Ça va, Clémence. Mais je te jure! Crâneuse. Pourtant, 15 ans d'audiovisuel et Ouais. je t'assure que je n'en ai jamais vu. Oui, mais après, quand on n'est pas consommateur, on ne se rend pas compte. On côtoie des gens qui sont full schnouf et nous, on se dit « Waouh, ils sont sympas, ils sont speed, ils vont beaucoup aux toilettes. » Grosse testite dans le métier. Mais non, voilà, j'en ris, mais c'est un sujet qui est vraiment très sérieux. Les jeunes tapent de plus en plus jeunes. Il y en a de plus en plus, dans de plus en plus de milieux. Et c'est une catastrophe sanitaire, c'est une vraie catastrophe pour les constructions des cerveaux. Et puis, ça finit jamais bien. Et dans le fait d'inhaler cette poudre, tu crées dans tes muqueuses des micro-sillons. Donc, c'est une muqueuse et elle est plus à même de choper des bactéries et des saloperies, ce qui a été mon cas. Donc, j'en ai profité parce que j'essaye toujours de transformer le lait en beau. Je me suis dit, voilà, c'est pas parce qu'on se fait enlever le permis qu'on n'a pas le droit de mater les fesses du policier. Donc, je me suis dit, tant qu'à me faire opérer et anesthésier pour le nez, autant faire un petit rafraîchissement, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un mini-lift. Et donc, ils m'ont opéré à 2. L'ORL et mon chirurgien esthétique. Génial! C'est pas mal. D'une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Tu veux dire que là, on est sur un... On est sur un petit mini-lift qui a 3 semaines. Tu vas dire que je suis vraiment à la masse, mais je t'assure que je connais pas. Quand on dit lift, donc c'est le lifting, c'est les pommettes. Non, c'est ça. Ils vous retendent le SMAS, qui est une membrane qui entoure les muscles. T'apprends des choses. Hein. Ouais. J'ai 10 ans de moins que toi, donc ça va venir. Ça ne se voit pas. Et donc, le SMAS, c'est une membrane qui entoure les muscles. Et aujourd'hui, les chirurgiens, les bons, ils vous retendent le SMAS. Avant, ils tendaient que la peau. Donc, c'est pour ça que tu avais des grands-mères qui avaient cette tête un peu comme ça. Et aujourd'hui, ils décollent la peau à l'eau, ils tirent le SMAS. Ça fait mal. Quand tu auras une sale gueule, tu verras. Tu diras que ça fait pas mal. Non, tu dors, donc t'as pas mal. Enfin, après, quand Encore tu te une fois, moi, ouais. je suis pas là pour dire c'est génial, Non. faut le faire. Moi, je pense que dans la vie, c'est article 22. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis très admirative des femmes qui assument les marques du temps, qui sont belles avec ça, parce qu'il y a des femmes très, très belles avec leurs rides et avec l'expression de la vie. Il y en a d'autres qui se sentent très mal et qui n'ont pas les moyens de le faire. Il y en a d'autres qui se sentent pas bien. Moi, ça me saoulait un peu. Je suis quelqu'un je me maquille pas du tout. Parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de textes. Et donc, mais je ressentais ça. J'avais envie d'un petit coup de frais. Et là aussi, j'en ai parlé parce que, non pas que je stigmatise celles qui ne le disent pas, c'est très personnel, mais quand on est une personnalité publique ou qu'on a une proximité avec son audience, comme c'est le cas pour moi sur ma page Instagram, j'avais pas envie de débouler du jour au lendemain et de leur dire « Regardez, j'ai dormi, j'ai mis telle crème et ça va mieux ». Je voulais leur dire les filles, voilà, moi j'ai fait ça et je vous en parle et voilà ce que ça donne. Il y en a qui vont trouver ça affreux, il y en a qui vont trouver ça super. Il y en a qui vont dire mais quelle honte. Et toi, tu t'en fous de ce que disent les gens? Jusqu'à une certaine limite, mais c'est pas. Je suis très construite dans ma déconstruction. C'est-à-dire que, au fond, j'aime bien qui je suis. J'ai beaucoup de défauts, mais les valeurs que j'ai, je les trouve importantes. L'amitié, la solidité dans ses propos. Quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Alors après, on peut retrouver des archives ou peut-être je vais dire ça et j'ai fait l'inverse, mais j'aime bien la fille que je suis, en fait, avec mon histoire, mes blessures, mon enfance. Évidemment que comme toutes les femmes et les hommes, on tombe à un moment donné, mais quand je me relève, j'aime bien ce que j'en fais. Je ne deviens pas une victime, je deviens une survivante, un phénix, et j'avance. C'est pas mal. Oh là là,
T'as une niaque, c'est vital chez toi. Ouais, je pense que c'est très important quand tu as des moments où tu vois la mort, comme c'est le cas quand tu es très, très addict, ou quand tu as de grandes peines aussi, tu as cette peine immense qui t'envahit. Eh bien, quand tu arrives à la dépasser, j'ai effectivement cette chance-là d'être entourée par une maman qui est ma maman. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Pascale. Elle s'appelle Tu lui Pascale dirais quoi, Pascal? qu'elle est tout pour moi et qu'elle a tellement de mérite et que je ne sais pas si j'aurais supporté une fille comme moi, mais que je l'aime à la folie. Mais elle le sait. Et j'ai eu un modèle de femme résiliente, bosseuse, marrante, qui souriait tout le temps, alors qu'au fond de ses yeux, il y avait de la tristesse parfois. Parce que tu as grandi dans quelle famille? J'ai grandi avec une maman seule, un père qui s'est barré, c'est mieux pour tout le monde, je pense. À quel âge? T'avais quel âge? J'avais 10 ans. Ah oui, 10 ans, jeune. 11 ans, ouais. T'as plus de lien avec lui? Non, merci. C'est bon. Et c'est quelque chose dont tu parles ou c'est quand même encore très Ah douloureux? non, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux et dont Ah oui? je me branle. Voilà. Donc, soyons bien clairs, j'ai d'autres névroses, mais j'ai pas celle-là. Non, je pense que la vie est bien faite et c'est bien de pouvoir déboîter quand on est sur la file d'un connard. Nous, on a avancé. Et donc, j'ai un frère, plus jeune, on est très différents. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit pas bien. On est très différents et j'ai une relation extraordinaire avec ma mère que j'admire, qui est vraiment une super nana qui m'a inspirée. J'ai fait complètement autre chose, hein. Elle est juriste. Ouais. Moi, j'ai fait des études de droit et elle avait grand espoir que je prenne la suite des huissiers de justice. Et bon, On dit rien sur les huissiers, on les adore, on les embrasse. Hein. tu sais, quand tu seras propriétaire d'un appart et qu'il y a quelqu'un qui le squatte, tu seras bien contente qu'un huissier le sorte. Non, mais tu achètes un appart pour tes enfants et puis tu as des gens sans scrupules qui viennent, qui le squattent, tu n'as pas de loyer, ton crédit court et c'est toi qui est dans le rouge parce que les mecs en ont rien à foutre. Tu es bien content qu'on vienne t'aider. Vous avez vu la fille d'huissier La fille de huissier, voilà. Mais tu n'as pas choisi le droit, tu as carrément basculé. J'ai pas choisi le droit, j'ai choisi le tordu. Le tordu. Donc, tu as démarré avec Cathy Guetta comme serveuse. Ouais. Incroyable. Je suis allée jusqu'à la maîtrise de droit. Je suis partie 1 an à Londres étudier avec un programme Erasmus aussi le droit. Et quand j'étais à Londres, j'ai commencé à bosser pour me payer un peu la vie là-bas. Ma mère me donnait des sous, mais c'est très cher. J'ai commencé à bosser la nuit au vestiaire du Ministry of Sound. Et là, j'arrive au Ministry of Sound et je vois des gars avec des blousons rose fluo en forme de virus du sida, vraiment des gens très excentriques. Et cette excentricité et ce choix en fait qu'ils faisaient d'être différents, ça m'a plu. Et donc, quand je suis revenue à Paris, j'ai cherché un taf et c'est Cathy Guetta qui m'a tendu la main. Et voilà, et j'ai appris énormément avec elle et ça a été ma seule patronne. Après, j'ai monté mes boîtes. Oui, parce qu'il faut pouvoir te manager, toi. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai eu que Cathy comme patronne. Ouais, puis je pense que j'ai ça aussi dans le sang. J'ai une âme d'entrepreneuse, j'aime faire les choses, j'aime faire grandir les gens, j'aime ce truc de crew. Et j'aime bien la responsabilité qui incombe au patron. Est-ce qu'on peut parler de ton couple avec Thomas Sisley? Mon couple, c'est ma vie. Non, c'est assez fou. C'est fou parce que mon histoire d'amour avec Thomas, elle s'est passée en 2 temps. J'aime bien la phrase qui dit le temps n'attend pour personne, mais pour certains et certaines histoires, il retient son souffle. Moi, j'ai l'impression que Thomas et moi, le temps a retenu son souffle pour nous propulser 15 ans après notre première rencontre dans les méandres d'une histoire d'amour extraordinaire. On s'est rencontrés en 99. On est restés ensemble pendant 1 an. Coup de foudre? Ah oui, complètement. C'est moi qui l'ai pécho. Quoi, en soirée Je travaillais au Jens, qui était la première boîte de nuit de Canal+ au Festival de Cannes. Et un jour, je vois dans l'entrée une touffe de cheveux comme ça, un peu en contre-jour. Je me dis, putain, il est sexy, lui. Et donc, il se tourne un peu vers moi. Moi, j'étais loin. Je me dis, je sais pas qui est cette personne, mais... Et en fait, il a l'air assez mal à l'aise. Il est un peu gauche dans l'entrée. Il regarde et puis il sait pas trop quoi faire. Et il va pour partir. Et je me dis, non. Alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est pas du tout ma manière de faire. Hein. J'ai foncé vers lui. Je fais, salut, tu t'appelles comment? Il m'a regardé comme ça. Je m'appelle Thomas. Je fais, non, mais ton prénom. Parce que Thomas, enfin, c'est pas un prénom. Et il m'a dit, bah, si c'est mon prénom, c'est un prénom israélien.
Et toi? Je m'appelle Sandra. Je dis, je voulais t'informer que ce soir, nous rentrerons ensemble. Non, Si, t'as pas dit ça. si. T'es comme ça. Et a priori, il était d'accord avec le projet. Et il m'a attendu. On est resté 1 an ensemble, Waouh. super amoureux. Et au bout d'1 an, il me demande en mariage. Et en fait, je flippe. J'ai 22 ans à peu près. Je panique. Et je fais de la merde. Je lui avoue. On se sépare. Et je reste avec la personne avec qui je l'avais trompé. J'ai compris. Voilà. Le père de ton Voilà. fils. D'accord. J'ai quand même bien Oui. fait, parce que T'as eu ton fils. on a fait un chef-d'œuvre. Mais j'ai jamais oublié Thomas, et lui non plus. Et en 2016, moi, ça fait un moment que tous les festivals de Cannes, je vais là-bas, non plus comme serveuse, mais comme big boss, puisque j'ai un lieu qui était pendant 15 jours pendant le festival, qui s'appelait la suite Sandra Co. Et arrive dans ma suite, donc c'est la même ville que Oui, calme. des années auparavant. Sauf que lui, il est comédien débutant et moi, je suis serveuse. Et là, je suis patronne et lui, bon, bah, c'est Largo Winch. Ah oui, donc c'est la star, quoi. Ça y est, il est devenu star. Il est pas mal, quoi. Et il rentre dans ma suite et on se regarde et il m'a jamais oublié, moi non plus. Et let's go! C'était facile? Enfin, vous avez... Non, ça a été... Enfin, surtout pour moi, j'étais très mal à l'aise parce que j'étais la fautive, Il t'a dit quoi? que je lui avais manqué. Et moi aussi. Et après, il m'a redemandé en mariage, donc une seconde fois. Tu connais la différence entre second et deuxième. Non. Ah, c'est la dernière? Second, il n'y a pas de troisième. Ouais. Donc il m'a dit, ça sera la seconde fois. Et on s'est mariés 25 novembre 2017. Et c'est un bonheur de connaître ça à mon âge, avec toutes ces choses qui te font ne plus croire en l'amour. On pense toujours que c'est fini. Et quand on essaye de voir le beau, bah, parfois il arrive. Donc il ne faut pas perdre espoir. Ça arrive. Je vais te montrer une petite vidéo qu'on a faite exprès pour le podcast. C'est une bonne ou une mauvaise surprise? On a des vidéos de ton dealer. Tu vas me dire. Je te laisse être surpris. Ma femme est l'être humain le plus extraordinaire que je connaisse. Ces 10 années qu'on vient de passer ensemble sont passées en un claquement de doigts. Sont de très loin les plus belles 10 années de ma vie. On avait dit 20 ans, j'espère que ce sera plusieurs fois 20 ans. Tu ne cesses de m'impressionner. Tu ne cesses de m'étonner. Tu es l'élégance incarnée. Mais bon, T'es la femme de ma vie, je t'aime. Je t'aime. c'est qui? C'est ton mari. Je sais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un cadeau d'avoir ça. Il a du courage, hein, parce que moi, c'est pas facile. J'ai une chance folle. Voilà, l'amour, c'est un super pouvoir. Quand on se sent aimé, épaulé, accepté avec ses défauts et sans histoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, moi? Je peux que kiffer. Il est là pour moi, pour mon fils. C'est devenu... mon fils l'appelle Paps. J'ai gagné au loto. Je parle pas d'oseille, je parle de tout ce que ça peut reconstruire chez nous quand on est blessé, abîmé. J'ai confiance en moi pour plein de choses et puis pour d'autres, j'ai 4 ans et demi. Donc c'est le premier homme que je croise qui m'aime pour moi, pour avec tout ce bordel, tout ça. Donc c'est extraordinaire. Quel homme incroyable. C'est un père incroyable. C'est un beau-père incroyable, c'est un être humain extraordinaire. Et on doit certainement être très chiant avec notre histoire d'amour, parce que souvent on dit que l'amour heureux est ennuyeux, mais moi je trouve que c'est important de dire ça existe et on a le droit à un moment donné d'être heureux. Et moi aussi, c'est la plus belle séquence de ma vie. J'espère que ça va durer longtemps encore. Moi aussi, ça me fout les larmes aux yeux. Mais j'ai vu. Alors, je dois dire que mon mari, il pourrait pas me faire ça, on en est loin. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas, il est hyper romantique, ton mère. Non, c'est quelqu'un qui est sincère. Et je pense que c'est quelqu'un qui est fier de cet amour et qui sait aussi combien c'est important de porter l'autre, de dire à l'être qu'on aime, qu'on l'aime. Ça peut être votre maman, votre enfant, votre mari. Si vous l'aimez, il faut lui dire, parce que c'est vraiment un super pouvoir. Et il est pas obligé.
Ça, les acteurs, la plupart du temps, ils maintiennent le mystère, ils gardent une apparente disponibilité, parce que c'est plus sexy un mec célibataire, tu vois. Puis surtout lui, la beauté du bordel, quoi. Moi, je le regarde dormir. Je suis comme ça. Tu lui as donné un surnom. Bah, je l'appelle la beauté du bordel. La beauté du bordel, c'est quand même... Bah, c'est très Sandra, je trouve, comme surnom. c'est très Sandra. Ouais, je vais pas l'appeler mon bébé, non. Et lui, il m'appelle, alors c'est très drôle, parce que lui, dans la rue, il m'appelle ma femme. Parce que pour lui, c'est très important qu'on soit mariés. Et parfois, il mange le ma. Donc les gens entendent femme et ils se disent qu'il est super violent, un peu misogyne. Je dis non, il me dit ma femme, c'est mignon. Il y a des meufs qui se retournent, qui font, t'as vu, il l'appelle femme, comme si c'était toi, la servante, alors que pas du tout. C'est ma femme. Il m'appelle tout le temps ma femme. C'est très fusionnel entre vous, c'est très tactile aussi. Je sais pas toi, mais il y a quand même une baisse de la libido pour les femmes, il me semble, en vieillissant. Enfin, en tout cas, mes copines et moi, c'est ça. Je te le dis, parce que j'ai l'impression quand même, je suis pas la seule. Et vous? Tu veux que je te parle de ma vie sexuelle avec toi, merci. Bah, bien sûr. Non, nous, ça, écoute, nous, on va très bien. On va avec notre temps et on s'amuse beaucoup. Jusqu'où, on verra. Mais après, on a je vais pas parler de tips de cul, mais on a des petites choses aussi qui font qu'on essaye de garder cette harmonie et de pas donner trop d'importance aux disputes. Parce qu'en fait, les disputes, les engueulades, avec l'âge qui avance, c'est de plus en plus intolérant, je trouve. Ouais. Et quand une dispute se termine pas tout de suite, elle pollue toutes les nuits qui arrivent. Et donc, forcément, t'es moins enclin au câlin, à la tendresse. Et donc, nous, en fait, on a un principe de base auquel on ne déroge pas. Et crois-moi que c'est dur. Ouais. C'est qu'on ne s'endort jamais fâché. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas réconcilié, on ne dort pas. Donc, il y a des soirs où on sait qu'on est parti jusqu'à 8h le lendemain matin. Parce que moi, je suis persuadée que j'ai raison, ou lui. Et on ne voit pas la réconciliation tout de suite. Mais on attend et ça marche assez bien parce que tu te réveilles le lendemain, il n'y a plus de dispute. Et là, du coup... Chacun voit midi à sa porte. Donc, en fait, c'est un peu le pouvoir du pardon? Du pardon, c'est important de pardonner. C'est important de comprendre aussi l'autre. Moi, je suis loin d'être parfaite, lui aussi, mais j'aime ses défauts. Ça veut dire que ce qu'il a... Ouais. Moi, j'ai déjà fréquenté des gens dont je détestais les défauts, qui étaient des red flags qu'à l'époque, je n'avais pas identifiés. Des trompeurs, des menteurs. Ta mère, ça va être quoi? Il est un peu susceptible, il est un peu triste. Tu sais, il est ashkénaze, donc on a une autre manière d'appréhender la réalité. J'adore ces défauts-là. C'est des défauts que je peux imaginer sur une vie entière. Votre couple, il fait rêver. Rassure-moi, vous avez des hauts et des bas. Oui, bien sûr. On s'engueule pour les enfants, on s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas forcément les mêmes opinions politiques, on n'a pas la même manière de gérer les conflits. Moi, je suis un peu sanguine. Et lui, il est plus dans la rondeur. C'est un équilibre. Tu te rends compte ou pas que... Pour moi et d'autres, franchement, on se dit, mais ma vie est plate, mon histoire de... Et en même temps, on a besoin de ton témoignage pour dire que c'est trop bien, le couple, c'est trop bien. Alors, moi, vraiment, on en parle et souvent, je nous montre, c'est pas pour susciter ou provoquer des jalousies. C'est vraiment des témoignages de vie qui montrent qu'à tout âge, ça peut revenir, quel que soit ton parcours, quelles que soient tes blessures, ça peut revenir. Donc, moi, je suis persuadée que tu as une vie super et que tu n'as pas eu les galères que j'ai eues et que tu n'as pas eu aussi forcément les grands combats que j'ai menés. Tu vois, j'ai eu beaucoup de choses compliquées. Il se trouve que je m'en suis sortie, mais j'aurais pu ne pas m'en sortir. Donc, peut-être que le bonheur, il est à la hauteur des galères, peut-être, je ne sais pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas toute une vie un peu rocambolesque ou fantasque comme la tienne, mais on arrive à s'identifier. Tant mieux, c'est mon côté foireux, ça. Parce qu'on est foireuse? Non, ce que je veux dire, c'est que j'essaye sur les réseaux sociaux d'être le plus authentique possible, de ne pas raconter trop de conneries, de ne pas... T'en racontes un peu quand même. Mais je fais des blagues, je fais des blagues. Moi, je suis assez marrante dans la vie, assez marrante. je crois. Oui. Et je n'ai pas un ton qui est
profond. Ça va être léger. Mais j'essaie de dire aux gens qui me suivent, voilà, on peut être le matin ressembler à un ballon de baudruche et le soir être une bombe. On peut être plein de nanas. C'est ça une femme. Ce qui est marrant, c'est que tu dégages peut-être une image effectivement de légèreté, alors que tu es Idiote. vachement. C'est toi qui le dis, alors que tu es Non, vachement. C'est ce que tu veux dire. Non, alors que tu es vachement profonde. C'est ça qui est génial. Tu penses que tu perturbes un peu les gens, c'est fait exprès ou c'est... Alors, Il y a les paillettes et il y a le cœur qui est là, quoi. Alors, je vais te dire, Clémence, je suis très bien dans ma peau et j'ai plein de sujets de conversation que j'aborde très peu avec mes potes, la peinture, la littérature. Souvent, je me sers de cette nature qui est expansive, un peu grossière, pour gagner du temps. C'est-à-dire que si les gens s'arrêtent à un a priori où ils se disent « Oh, elle est grossière, oh, machin, machin », bon, c'est mon bouclier anti-connard. Ça veut dire que j'ai pas de temps à perdre. Si tu dépasses ça et que tu creuses un peu, comme c'est le cas avec toi ou comme c'est le cas avec mes amis proches, normalement, il y a des choses sous le couvercle plutôt intéressantes. Mais bon, voilà, c'est mon bouclier anti-con. Et ça marche bien. Hein. Ça marche Il y a bien. plein de gens qui disent « Oh non, jamais, cette fille, elle est horrible. Elle est insupportable, elle est débile. » Ça me va. Ça me va. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Et puis surtout, si tu souhaites t'arrêter à ça, ça me va aussi. Passe ton chemin. Absolument. Tu connais Lou et on veut vraiment valoriser J'aime beaucoup Lou. C'est vrai. J'aime beaucoup ce média. Je trouve que vous êtes arrivé un peu sur mon algorithme. Je me suis dit, oh, encore un média online. Et en fait, j'aime bien la ligne éditoriale. Je trouve que vous êtes bienveillant avec vos invités. Vous apportez quelque chose de nouveau. C'est cool. On veut vraiment valoriser les femmes et particulièrement les mères sur Lou. Mm. Toi, donc, t'es maman d'un grand garçon. Je dis grand garçon, je ne sais pas si ça lui plairait, mais de 18 ans, Ouais. Dino. Ça a changé quoi dans ta vie d'être mère? Ça change tout. Ça change tout. Moi, j'étais pas spécialement encline à ce truc d'avoir des enfants. C'était pas mon truc. Mon ex-mari en avait déjà 3. J'avais pas du tout cette envie-là. J'ai toutes mes copines qui me disaient, mais tu te rends pas compte, c'est fou. Avoir un enfant, c'est dingue. Parce que là, ils m'envoyaient des photos de gosses, tous plus moches les uns que les autres. T'as vu comme il est beau? Ben non. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'allais peut-être plus pouvoir en avoir, vers 34 ans, j'ai dit, attends, peut-être j'en ai envie en fait. On a toujours cet esprit de contradiction. Dès qu'on peut, on dit non, mais je ne veux pas. Puis dès qu'on peut plus, ah non, mais je veux absolument. Et donc, mon ex-mari de l'époque m'a dit, en fait, au cas où on se dispute, il était visionnaire, ça serait bien qu'on ait un témoin de notre amour, parce qu'on s'est vraiment aimé. Et Dino, c'est l'enfant de l'amour. Et j'ai détesté être enceinte. Ah ouais? C'était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait que vomir, j'étais empêchée, mon ventre a mis du temps à sortir, donc j'avais juste l'air d'être bouffie. Donc personne me disait « Oh, t'es enceinte, t'es super ». Et je disais « T'as vu la grossesse, c'est les poules ». Et puis quand mon ventre est sorti au bout de 6 mois, que j'ai vu un petit pied passer, là j'ai capté qu'il se passait vraiment un dos. Et puis bon, voilà, je rentrais dans la salle d'accouchement, on est rentré, on était 4 personnes, on est ressorti, on était 5 personnes. Donc vous pouvez faire ChatGPT, aller sur la Lune, ça c'est la vraie magie de la vie. Tu ressors, il y a un être humain supplémentaire dans la pièce. Et donc, quand Dino est arrivé, j'ai compris ce que c'était que l'amour viscéral. Avant, c'était un mot avec beaucoup de consonnes. Là, c'est devenu un truc concret. C'est un feu d'artifice d'amour. On a une raison d'être là, en fait. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et je suis pas du tout là pour faire du prosélytisme, faites des gosses. Moi, j'ai des amis qui ne peuvent pas en avoir ou qui ne veulent pas en avoir. Je respecte ce point de vue et chacun, encore ce fameux article 22, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, ça a été un séisme et je me suis sentie complète, vivante. C'est l'amour de ma vie au-dessus de tous les amours qui existent. Plus que l'amour pour ma mère, pour mon mari, plus que tout. Tu le décrirais comment, Dino? C'est un petit garçon qui a grandi avec des parents particuliers et qui a transformé une enfance qui n'était pas une enfance facile, dans le sens où il avait un père qui n'était pas là, il avait une mère malade, une grand-mère géniale, et qui a transformé ça en une force de vie et une intelligence situationnelle et
et sociétal extraordinaire. C'est un môme qui a un respect immense des femmes et qui est sensible, drôle. Waouh! Ouais, Ouais. parfois, je le regarde, je me dis: «Mais c'est moi qui ai fait ça! Mon Dieu, c'est pas possible!» Donc voilà. T'es complètement gaga, quoi. Non, je suis complètement réaliste. Je connais ses défauts, je vous en parlerai pas. On a encore une vidéo à te montrer De Dina? qu'on a faite exprès non. pour Lou. Une petite vidéo qu'on t'a faite juste pour le podcast. Je te laisse découvrir. Hello maman, c'est Dino. Tu m'as toujours parlé de ton travail et ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et donc moi je veux savoir, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens, c'est quoi ta meilleure expérience professionnelle, ce que tu as le plus aimé faire, peut-être l'événement où bon on connaît tous Cannes et la Sandra Co, mais on voudrait savoir, en tout cas je voudrais Mignon. savoir, quelle est ta plus belle expérience professionnelle. Voilà, allez je t'embrasse fort. C'est impossible, cette personne. C'est mignon. Hein. Il est mignon. L'amour. Il t'admire, il te demande quelle est ta plus belle expérience Ouais, professionnelle. je pense que tous les enfants admirent leurs parents, tu vois. Je pense que c'est normal. Après, nous, on a une relation particulière parce il a grandi avec moi, on s'est construit ensemble, on est un binôme. Il y a eu des années compliquées, on était, voilà. C'était pas facile. Moi, je savais pas si j'allais pouvoir acheter des céréales et du lait ou un paquet de clopes. Bon, le soir, j'achetais des clopes. Mais bref, plus sérieusement, c'est ma force. Donc, mon expérience professionnelle, celle dont je suis la plus fière, c'est peut-être avoir monté ma suite Sandra Co à Cannes. Ah là là, Et ça, c'était d'arriver, quelque chose. Hein. Ouais, c'était fou. C'était fou. Et Enfin, j'ai moi, fait un truc. moi, je pouvais pas rentrer à Cannes. T'avais quel âge? Non, mais je bossais pour le petit journal de Canal+ à l'époque Ouais. et très clairement, je pouvais pas rentrer, mais parce que j'avais la caméra et qu'on... Ouais, c'était interdit aux caméras. Donc, c'est le concept et c'est aussi ce qui faisait la magie du lieu, c'est que ce qui se passait là-bas restait là-bas. Les réseaux sociaux amènent des choses géniales. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut, s'il a du talent, s'il a des réflexes, ah tiens, je vais filmer ça, il peut avoir un média. Et donc, on a la possibilité de réussir grâce à ça. Mais cette possibilité d'être paparazzé par n'importe qui amène aussi une sclérose de la nuit, puisque on ne s'autorise plus rien. Puisque un mot sorti d'un contexte, une attitude sortie d'un contexte, vous êtes blacklisté, vous prenez un shitstorm, c'est fini. Ouais. Donc, c'était encore la nuit où On tout pouvait est se secret. faire. Et j'ai fait un truc qui est compliqué, c'est que je me suis arrêtée en plein succès. Quand j'ai vu en fait que la foule, les invités, la manière de travailler s'orientait vers une surexposition de tout ce qui se passe, ça correspondait pas à la nuit que je faisais. Les gens étaient très festifs dans mon endroit. On n'a pas envie d'avoir une vidéo de soi à 4h du mat avec un œil à Quimper, l'autre à Nice. Non mais, tu vois, c'est des choses qui doivent rester dans ces lieux-là et c'était des safe places. Avec l'arrivée des réseaux, tu n'étais plus en safe place. Et pas juste avec la presse, avec ton voisin. Bah oui. Donc je me suis arrêtée en plein succès. J'avais pas envie de répondre aux injonctions de l'époque qui étaient de tout filmer. Ça me fait chier. T'es quelqu'un de passionné par ton boulot. Comment tu gères l'équilibre vie pro, vie perso? Parce que quand on a un enfant, une petite famille, c'est galère. Je dors très peu, je fais ce que je peux. Je t'ai dit que j'arrivais à tout faire, mais je pense qu'il faut accepter qu'on puisse ne pas être bon partout. Et que quand tu te plantes, quand il y a des choses que tu réussis pas, tire-en une leçon, essaye de mieux faire. Et voilà, c'est un peu ces 4 accords Toltec là qui me correspondent bien, que tu connais, j'imagine. Mhm. La parole impeccable, bien parler de soi, ne rien prendre personnellement. Si quelqu'un vous crie dessus, c'est peut-être pas forcément de votre faute. Ne pas faire de suppositions. Si ton mec t'appelle pas, c'est pas qu'il est mort dans sa voiture ou qu'il est en train de faire je ne sais pas quoi, donc c'est peut-être juste qu'il conduit, donc pas de suppositions. Et toujours faire de son mieux, ce qui veut pas dire bien faire. Ça t'aide vachement, en fait. C'est assez simple, et si tu l'appliques dans ta vie de tous les jours, ça débranche un peu le bordel. Et moi, les injonctions m'emmerdent. Il faut faire ci, il faut faire ça, Bon, on fait ce qu'on peut, en fait, avec ce qu'on a à ce moment-là, avec les forces qu'on a. Tant qu'il y a de l'amour et qu'il y a la volonté de bien faire, partons du principe que c'est la toile qu'on fait. Ça sera notre toile finale. On fait au mieux. Donc toi, tu culpabilises pas en tant que mère? Je vois bien qu'il y a eu des moments où j'ai eu des manquements et où j'ai eu besoin de l'aide de ma maman. Mais culpabiliser de quoi? Je l'aime.
J'ai pas toujours tout bien fait, mais je l'ai toujours aimé à la folie. Donc, est-ce que c'est pas l'important, au final? Savoir que tu as grandi dans l'amour. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Ton fils, tu lui as dit quoi par rapport à cette période sombre où tu étais dans la drogue? Je ne lui ai Il- pas dit tout de suite. Je lui ai dit quand il a été en âge de comprendre et quand, plutôt que prendre le risque que des gens lui disent, tu sais, par pure malveillance ou parce que tu es fier de ta mère et qu'on te dise, ta mère, c'est une camée. Ouais. J'ai dû prendre la décision de moi, lui dire. Il avait quel âge? Il avait 14 ans. Un jour, je lui ai dit, tu sais, voilà, Dino, il faut que tu saches que j'ai eu une période dans ma vie où j'étais pas bien. Absolument pas à cause de toi. J'étais juste pas bien. J'ai pris de la drogue. Je suis allée me faire soigner. Je suis partie en cure de désintoxication. Il avait des grands yeux comme ça. Et je lui ai dit, mais ce qui compte, c'est que tu saches que c'est aussi ça, que ce qui fait la personnalité de ta maman. Et que tu saches que j'ai tout fait pour m'en sortir. D'abord pour être une maman et pour être là pour toi et te voir grandir. Et donc, c'était un moment très fort où il m'a dit, maman, merci de me l'avoir dit. Je suis trop fière de toi. Je suis trop fière de ma maman. Et à ce moment-là, j'étais pas fière de moi. Mais lui, dans ses yeux, il a vu une combattante. Il n'a pas vu autre chose. Donc, et surtout, j'ai dégoupillé un truc, tu sais, une sorte d'épée de Damoclès, la double peine où tu dis, j'ai eu ça dans ma vie. Et en plus, n'importe quel connard peut m'atteindre de manière extrêmement profonde en faisant de la peine à mon enfant, en lui apprenant ça. Donc, je lui ai dit la vérité. Bah, bravo, parce que t'as bien géré, quoi. Bravo à lui surtout, parce que c'est Oui. un sacré môme, quoi. Si ça te va, j'aimerais parler d'un sujet un peu grave qui touche énormément de femmes et on en parle de plus en plus. C'est douloureux, mais ça existe. Comme tu es une femme qui parle. Tu as un enfant, Dino, et il y a un sujet qui revient, c'est la fausse couche. Ouais. Toi, tu as été touchée par ça? Ouais, absolument. Quand je me suis remise avec Thomas, il y a un miracle qui s'est passé. À 43 ans, je suis tombée enceinte naturellement. C'était fou. C'était fou parce que ça aurait été l'enfant de l'amour. C'était incroyable. Et pour tout te dire, au départ, j'avais donc plus mes règles et je me dis, bon, bah, ça y est, c'est la ménopause. Et je me suis mon gynéco qui me dit, Sandra, tu es enceinte. Waouh, donc c'était fou. Et puis en fait, la grossesse n'a pas tenu et j'ai fait une fausse couche à 4 mois et demi. Et ouais, c'est un sujet qui est épouvantable parce que c'est un échec. On se sent nul. On a l'impression qu'on n'a pas mené le truc à bien. À 43 ans, on se dit, bah, moi, je suis périmée. Donc ouais, c'est un moment qui est très compliqué où on a besoin d'être accompagné, pas stigmatisé. C'est un deuil de quelque chose. En plus, on a les hormones qui sont pleines balles. Du jour au lendemain, ça s'arrête. C'est extrêmement compliqué. Mais les femmes ont une vie globalement jalonnée de beaucoup de choses difficiles. Des choses incroyables aussi. C'est nous qui fabriquons la personne. Mais mon Dieu, que c'est compliqué. Et donc, on parle beaucoup de sororité. Moi, je vois beaucoup de soromythos. C'est-à-dire des nanas, non mais pardon, qui n'aiment pas les femmes qui s'assument, qui n'aiment pas les femmes qui ont trop de seins ou qui n'ont pas assez de seins ou qui parlent fort ou qui parlent pas assez fort. Moi, sur les réseaux, je me fais énormément insulter et malmener par des femmes. Donc, la sororité, c'est d'abord aimer les meufs telles qu'elles sont, avec leur choix, de Affida Turner à Simone Veil. À partir du moment où la meuf, elle te fait rien, où elle essaye juste d'être une version de femme qui lui convient, arrête de projeter tes standards de ce qui est bien sur les femmes. La sororité, c'est d'abord assumer toutes les catégories de femmes, tous les styles de femmes. Celles qui ont des enfants, celles qui en ont pas, celles qui aiment les femmes, celles qui sont ridées, celles qui veulent rester grosses. Et c'est souvent chez les meufs que tu t'en prends le plus plein la gueule. Enfin, c'est horrible. Et donc, moi, j'ai un petit groupe d'amis où on essaye de remettre cette vraie sororité au goût du jour, parce que c'est ça qui nous sauvera. Sinon, la vie, elle ne nous loupe pas. Hein. On vieillit, on fait des fausses couches, on a des mecs qui se barrent, bon... La ménopause? La ménopause, les paupières qui tombent, on dort plus, on bout des bouffées de chaleur. T'as ça, toi? Non, j'ai rien de tout ça. Et t'as vécu la ménopause? Je suis en préménopause, là. Je suis dans le tunnel.
Mais je suis vraiment bien. J'ai un traitement hormonal, progestérone, œstrogène, petit truc que je mets là le matin, et un petit cachéron que je prends le soir. Ouais. Je fais aussi un traitement de radiofréquence pour éviter tout ce qui est inconvénient dû à la ménopause. Je traverse cette préménopause vraiment en sifflotant. Je C'est cool. touche du bois. Ouais, et je me bute au sport. Donc, Ah, tu te butes au sport, là. bah, moi, il faut que je me bute à quelque chose, vous l'avez compris. J'ai remplacé la cam, la cigarette par du sport tous les jours. Alors, attends, on peut faire un petit check? Waouh. C'est un tatouage ciselé. Oui, c'est un cadeau d'anniversaire que je me suis fait. De toute façon, sur le corps, je n'ai que des tatouages. C'est un peu le beau temps. Là, il y a du muscle. Là, il y a de l'effort. Là, il y a de l'effort. Et ça te fait du bien de sentir que tu es musclé et en forme. Tu sais, c'est la sérotonine, c'est la dopamine, ça fait du bien en fait. C'est un circuit de récompense. Effort, difficulté, dopamine, joie. Ah, c'est le sentiment de se dépasser, quel que soit l'âge, quelle que soit ta condition physique. Quand tu fais quelque chose pour toi, que tu actives ton corps, que tu actionnes tes muscles. En pole dance, par exemple. Tu fais du pole dance. Ouais. C'est dingo. C'est dingo. Bah, j'ai commencé à 50 ans. Là où les gens arrêtent. Tu soulèves ton poids de corps et tu tournes. Ouais. En fait, ce qui est fou dans ce sport, c'est que c'est un sport aérien. Donc, tu es déjà dans un autre élément. Tu n'es pas les pieds sur terre. Le fait de se porter physiquement, c'est fou de sentir que tu te portes. C'est dingue. Et c'est un mélange de plein de choses, de force, de coordination, de souplesse et de synchronisation. Un peu nous quand on traverse la vie. Souplesse, synchronisation, force. Faire du sport, c'est extraordinaire pour d'abord le cerveau. C'est le premier muscle qu'on entraîne. Et quand on est en préménopause ou ménopause, on fait de la sarcopénie. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy. C'est une atrophie des muscles. Le muscle, il diminue. Donc, il faut manger des protéines, de la créatine et faire du sport. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes, nous, qui bossent, qui ont des enfants, qui sont plus en bas âge, tu vois, donc plus jeunes que toi? C'est dur, tu rentres le soir, tu es crevé. À quel moment tu fais du sport? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous motiver? Moi, je suis un très mauvais exemple. Mais quand j'avais un enfant en bas âge, c'est déjà du sport, un enfant en bas âge. Tu le portes, tu te lèves la nuit. Non, laissons les pauvres. C'est un long chemin. Et avoir un enfant en bas âge, en bas âge ou en âge moyen, c'est tellement demandant. Faut nous foutre la paix, en fait. Quand on a des enfants en bas âge, foutez-nous la paix. On s'occupera du cul et tout ça plus tard. Du cul? Du cul, de tout, en fait. Ah oui, de se remettre bien. Oui, tout. Tu es obsédée, Clémence. Pardon. Est-ce qu'on peut parler de ta famille recomposée? Ouais. Bien sûr, on peut parler de ma famille recomposée. Décris-moi ta famille, vous êtes combien? On est 5. On s'appelle, j'ai appelé cette famille le Club des 5 en référence au livre de Bibliothèque Rose que je lisais quand j'étais petite. Ouais, c'est génial. J'ai eu 2 enfants tout faits, prêts à l'emploi, qui sont arrivés dans ma vie, qui sont des mini Tomères. Les enfants de Tomère? Ouais. Qui ont quel âge? L'âge, Liv, elle a 17 ans et Lévin a 14 ans. 15 ans, il vient d'avoir 15 ans, pardon. Donc et ton fils? Et mon fils, 18. Donc, ils sont tous les 3, ils s'engueulent. On dirait des vrais frères et sœurs, donc c'est cool. C'est un super taf d'arriver à fédérer des gens qui ont d'autres cultures, une autre enfance. Ton rôle de belle-mère, il est comment? Comment tu le décrirais? Je pense que je suis une belle-mère particulière. Je pense que je suis très différente de leur maman, qui est une super maman, mais qui a une autre manière de vivre, en fait, une autre manière de s'exprimer, de parler. Donc, je pense que je suis une autre propale. Et donc, c'est une richesse parce qu'ils ne sont pas en conflit de loyauté avec moi, parce qu'ils ont une maman géniale, un papa génial. Moi, je n'essaye pas de me substituer à leur mère, du tout. Je suis vraiment un truc en plus. Je suis vraiment la crème chantilly sur le gâteau. Et ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre dans la mesure de mes principes. Puisque quand on est en club des 5, il y a des règles dans la maison, pas nombreuses. Hein. Il y en a quelques-unes. Toi, tu as de l'autorité? Je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas transiger. Comme? La politesse, dire merci, s'il te plaît, respecter les adultes et essayer de ne pas trop mentir. Essayer? Ouais. Non, mais je peux comprendre un mensonge d'adolescent. Mais avoue-le-moi, il faut t'avouer à demi pardonner. Ça fait partie du chemin de la vie. Tu testes, tu mens un peu, mais quand tu comprends que
voilà, tu t'es fait gauler, ne me prends pas pour une conne parce que ça va pas bien se passer. Évidemment, c'est un foyer qui est rempli d'amour. Il y a des réglages, j'ai fait des conneries au début, j'ai fait avec Liv et Lévin comme je fais avec mon enfant. J'avais pas forcément la légitimité. Quand t'engueules ton fils, tu prends pas de risque. Il va pas ne plus t'aimer ou sentir que oh, c'est horrible ce qu'elle me fait, c'est tellement injuste, c'est qui pour moi? C'est comme ça. C'est un rapport synalagmatique évident depuis le début. Quand t'engueules tes beaux enfants comme si c'était tes gosses, déjà, quand ils rentrent chez eux, ils en rajoutent. Il faut qu'ils expliquent à leur mère que bah, c'est limite si tu les avais pas maltraités. Donc c'est normal, leur mère, elle croit les gamins. Ça crée une tension et derrière, ben, tu dis mais pourquoi je les ai disputés comme si c'était mes gosses alors que il faut que j'en réfère au père qui doit lui faire le job parce que moi ma légitimité elle est réduite. Donc j'interviens sur mes domaines de compétences, mais sur les grandes thématiques de quel être humain il faut être, ils ont des parents super géniaux et je les laisse faire. Il y a des choses que je vois pas de la même manière. Quand on a une famille nombreuse, c'est ton cas quand même, il y a une grosse charge mentale. Comment tu te répartis les tâches avec ton mère? Écoute, évidemment qu'il y a une charge mentale, mais moi, je suis pas partisane de la flagellation. Je pense que il y a des soirs, j'oublie de faire le repas. Déjà, je le fais mal. Mais bon, bah, il n'y a pas à bouffer, on commande. J'ai déjà oublié mes enfants à l'école. Bon, ils sont pas morts. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais rien par-dessus la jambe, mais je ne me colle pas une pression qui va me faire exploser. Je fais ce que je peux, au mieux. J'organise ma vie avec des copines, ma maman, une nounou, mon mari, pour essayer de faire un canevas plus ou moins bien. Mais ça va claquer forcément. Donc, je suis pas très stressée. On se met trop la pression, nous les mères Mais aujourd'hui. oui, ça va, c'est pas grave. Ça va. C'est OK. En fait, t'es toute jeune, t'as la vie devant toi. Tu vas foirer des choses. Ça s'appelle l'expérience. Ce que je trouve dur, c'est que tu bosses, qu'on est quand même Ouais. dans des jobs. Tu rentres chez toi le soir, tu es claqué. Ouais. Là, tu as les petits, il faut s'en occuper, il faut donner de l'amour. Enfin, Oui, c'est mais tu dur, fais quoi. des câlins. Si t'es fatigué, bah, tu leur dis venez vous coucher avec moi. Non, mais je suis désolée. C'est les enfants, ils considèrent comme grave ce que tu vas leur expliquer comme étant grave. C'est-à-dire que si ton môme, tu lui expliques que bon, ben voilà, quand maman rentre, elle est fatiguée, elle dort, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas, ça veut dire qu'elle est crevée. Viens avec moi, je te mets ton iPad. Il va pas se dire, oh, ma mère, elle est en démission pédagogique, elle m'aime pas parce qu'elle dort. Non, il va se dire, bon, c'est cool, je fais un câlin. Non, mais je schématise forcément un peu, mais l'enfant, ce qu'il veut, c'est de l'amour et sentir que son parent n'en a pas rien à foutre. Bon, il y a des femmes, elles vivent seules avec leurs gosses. Si elles se mettent trop de pression, ben, à un moment donné, elles vont craquer, elles seront plus là du tout pour leur enfant. Moi, je pense que c'est important qu'on soit gentil avec nous-mêmes. Oh. Aussi, c'est vrai. Et quand on est gentil avec nous-mêmes, ben, ça ressort sur les autres. C'est vrai, il faut se faire... faut être un peu mignonne. Mais tu as raison, c'est un beau message à faire passer parce que Ouais, c'est intense. c'est chiant. On est toujours en train de nous dire oh, ton fils t'a fait ça, mais oh, c'est dur. Tu n'aurais pas dû. Tu penses qu'il est traumatisé? Bon, je pense que mon fils sait qu'il a été aimé par une maman différente, mais qu'il l'aime plus que tout au monde et qui a fait de son mieux. Il y a une question qui revient tout le temps dans la tête des parents quand ils ont des jeunes, c'est les écrans. Ouais, nous, on a fait des choses assez drastiques, draconiennes là-dessus. Pendant un moment, on leur enlevait leur téléphone le week-end. Ah ouais. Ça a marché. Bon, ils étaient un peu neurasthéniques, mais on complétait par des activités de famille. Tu vois, on partait en quad, on les laissait pas tout seuls sans téléphone à rien foutre, tu vois, genre le lapin dans les phares. Mais on a complété en faisant des activités de famille. Ça a fonctionné. Puis après, bon, on s'est fait avoir parce que Pronote est sur le téléphone, parce que non, mais vraiment, je prends mon téléphone pour Internet ou maintenant pour ChatGPT. Bon, on l'a un peu dans le baba, je pense. C'est dur, hein. C'est dur et Surtout quel exemple on donne, nous, parce qu'on est toujours sur nos Ce que téléphones. j'allais dire, c'est que nous, on est les premiers à être sur nos téléphones. Donc, comme disait le grand philosophe
Nexeux, on verra bien. Tu les géolocalises? Je géolocalise pas mes enfants. Je Ton préfère- mari? Ça va pas. Non, mais j'ai pris un mec qui baise des meufs à l'écran. Je crois que je vais aller le jouer. Non, mon mari et moi, on a une relation de confiance. Si tu es avec un mec qui te donne toutes les raisons du monde de t'inquiéter, bon, oui, je peux comprendre que tu le géolocalises et que tu fous dans son téléphone. Moi, déjà, de base, j'allume la télé et galoche des meufs. Donc, je pense que Ça, c'est dur à vivre? C'est bizarre, c'est j'imagine. particulier. C'est particulier parce que, forcément, au début, le pauvre, il me montrait ses trucs et quand il y avait des scènes d'amour, je lui faisais la gueule. Je disais, mais c'est mon taf. Je dis, oui, mais tu fais comme avec moi. Il me dit, bah oui, mais je m'inspire de toi. Je dis, oui, mais bon, tu lui as dit la même chose que moi. Et il m'a expliqué, il m'a dit, mais bien sûr que quand j'ai des scènes d'amour, quand j'ai des dialogues, je m'inspire de mon histoire d'amour. Donc c'est pour ça que tu retrouves des choses. Je dis, oui, mais Ça doit être bizarre, ça, ouais. ah, c'est hyper bizarre. Mais bah, c'est le deal. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui me donne aucune raison de m'inquiéter. Donc on se parle, il me parle, je lui parle. C'est tellement plus facile de se tromper. C'est à la portée de n'importe qui. En revanche, bosser pour son couple, parce que c'est un taf, hein. Il y a des jours, on est comme ça, on n'a pas envie. Bon, faut voir ce qui est important pour toi. Est-ce que moi, c'est mon projet, mon couple, entre autres, en plus de l'éducation des gosses. C'est mon projet. L'engagement du mariage, ça, pour toi, c'est important, c'est pour la vie? C'est bah, la preuve, j'en suis à mon deuxième, donc la preuve que non. J'en suis à mon deuxième mariage. Non, en tout cas, mettre toutes les chances de son côté pour que ça continue si on est heureux. Moi, je suis heureuse. Et il y a effectivement des moments où c'est moins marrant, où c'est moins la passion. Mais moi, c'est un but absolu de rester avec la personne que j'aime. J'avais entendu un truc super qui disait le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est d'être un couple heureux. C'est vrai. Bon, alors toi, il se trouve que c'est pas complètement comme ça que ça s'est passé, mais aujourd'hui dans ta vie, si vous êtes un couple heureux, Ouais. ça rayonne. Alors, ça rayonne. Et puis, je vais te dire, ça permet aussi aux enfants, et c'est très important dans cette période-là, où, à la fin du lycée, ça permet aux enfants de se sentir libres de partir. C'est-à-dire que vous n'imposez pas à vos enfants une réalité triste et une dépendance qui fait que par amour pour vous, et puis aussi peut-être par souvenir de ce que le parent a fait pour toi, l'enfant va rester auprès de la mère ou du père malheureux en se disant « Oh là là, je peux pas partir, maman, elle est trop mal. » Et il se dit « Je suis obligé de rester, je peux pas m'en aller. » Quand un enfant voit ses parents heureux, il se dit « Ok, c'est cool. » Tout ce que tu dis, Sandra, j'adhère à tout. Ça me fait plaisir. C'est fou. T'imagines à la fin de l'interview, quelle connasse. Elle n'en a pas mis une dedans, quoi. Elle dit que de la merde. Non, mais j'avoue, c'est incroyable. Enfin, franchement, on est super différentes. Mais tout ce que tu dis, je suis alignée. Enfin, tu as une sorte de bon sens et de cœur qui... Merci. Bon. Ça déroule, quoi. Bah, après, parfois, je me prends la tête sur d'autres choses, mais c'est vrai qu'avec les grosses épreuves, tu sais, ça fait un peu table rase de la branlette. C'est-à-dire que, où est ma famille? Qu'est-ce que j'ai qui marche encore? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? C'est pas, ouais, non, mais bon, tu vois, là, j'ai des cheveux blancs. Ouais, non, mais ça va pas, c'est trop dur, je me suis engueulée avec Benjamin. Bon, ta gueule. Voilà. En fait, faut avancer et essayer de faire avec ce qui te reste, moi, je trouve. Et surtout, déculpabiliser les mamans. Putain, arrêtez, quoi. C'est horrible. Je vois certaines pages Instagram, mais les meufs, elles sont là, elles se lèvent le matin, elles sont hyper bien habillées, elles prennent un biberon, ton enfant bave jamais. Le gosse, il fait son rot dans la minute, elles sont là. Maintenant, je vais faire mon pilate. Mais boucle-là, t'as pas dormi, t'es comme ça, tu pues des bras, tu nourris ton fils, si tu rates pas la bouche. Bon, bah, c'est déjà pas mal, t'es debout. Enfin, c'est très complexant et c'est pareil pour quand on met des filtres sur sa gueule, sur Instagram. T'expliques quoi aux gens? Qu'à 60 ans, t'es comme ça? Bah non, t'as soit des filtres, soit t'as fait tes travaux. Il faut lâcher la grappe aux mamans, quoi. Fais ce qu'on peut, je pense. Merci Sandra, ce que tu dis, c'est un bijou. J'ai adoré t'interviewer. T'es vraiment quelqu'un de particulier, d'incroyable, de touchant, franchement, de merveilleux. J'exagère un tout petit peu. Ouais. Ouais. Je pense que tu veux vraiment que ça buzz. Parce qu'en fait, en off, elle m'a dit, bon, c'est un peu ennuyeux. Non, merci beaucoup.
Vraiment, trop contente que tu sois venue sur Lou pour nous parler de toute ta vie, sans filtre, avec beaucoup et d'humilité, et de joie, et de force, et surtout que tu valorises énormément ta vie de mère avec toutes tes autres vies. Je trouve ça trop beau. Elle est beaucoup trop longue, ma conclusion. Mais en tout cas, si cet épisode vous a plu, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de Lou. Il faut absolument vous abonner, comme ça vous continuerez à voir les épisodes. On est aussi sur toutes les plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. On compte vraiment sur vous et à très bientôt sur Lou pour En Famille. J'ai passé un moment génial. C'est vrai? Non.